On va commencer la deuxième séance dédiée aujourd'hui au thème Esprit et vie autour de Bergson. Et on va voir deux communications et je passe la parole à Mathilde qui va être la modératrice, je ne sais pas si, de cette séance-là. Et merci à tous. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'animer cette séance. Donc là, pour cette session, ça sera Jo Kazagi et Axel Tcherniavski qui vont nous présenter leurs travaux. Je vous rappelle tous les deux que vous disposez de 20 à 25 minutes de présentation et en essayant de ne pas trop déborder pour pouvoir avoir un peu de temps pour la discussion. Et s'il n'y a rien à ajouter, je passe directement à vos présentations. Jo, je crois que vous commencez. Jo Kazagi, docteur en philosophie de l'École des hautes études en sciences sociales et chargé de cours à l'université de Kyoto Sangyo au Japon. Vos recherches portent plus particulièrement sur la portée et les enjeux des deux sources de la morale et de la religion dans le contexte de la sociologie du tournant du XXe siècle en France. Et vous avez donc récemment soutenu votre thèse qui a développé une étude comparée de Bergson et de Gabriel Tarde. Et c'est de la question de la création et de l'invention chez ces deux auteurs dont vous allez nous parler aujourd'hui. Vous avez donc 20 à 25 minutes et on vous écoute. Okay. Merci pour Mathilde, merci pour me présenter. Bonjour toutes et à tous. Tout d'abord, je veux remercier aux organisateurs d'abord cette occasion de présenter mon étude comme ça. Donc, on peut partager l'écran de mon ordinateur parce que attendez. Ça, c'est bien partagé. On voit que vous avez démarré un partage d'écran, mais on voit... Enfin, pour ma part, je ne vois pas d'écran. Ah, là, c'est bon. Ah, c'est bon? Ah, ok. Ah, donc, ok. Donc, je vais commencer. C'est le texte de mon intervention. Donc, je vais commencer. Création et l'invention, une perspective sur Bergson et Tarde. Introduction. Dans cette intervention, nous aimerions faire une comparaison des deux penseurs, c'est-à-dire Henri Bergson et son contemporain Gabriel Tarde, qui est connu pour sa sociologie de l'imitation. Comme on le sait, il y a eu un lien étroit entre Bergson et Tarde, sur le plan aussi personnel qu'intellectuel. Ces deux penseurs se connaissaient du début comme universitaires contemporains. Ils ont disputé la chaire de philosophie moderne au Collège de France que Tarde gagnait en 1900. Après sa mort, c'est Bergson qui est devenu successeur sur la scène de 1914. D'ailleurs, nous semble-t-il, il y a eu une relation non seulement personnelle, mais aussi intellectuelle entre eux. Bergson a lu les œuvres de Tarde et apprécié hautement son prédécesseur. On trouve un hommage rendu au sociologue dans la préface aux pages choisies de Gabriel Tarde. L'historien des idées, dit Bergson, assignera sans aucun doute une place éminente à la philosophie de l'imitation. En fait, certains commentateurs signalent dans leur article quelques pages de leur livre ce qu'il y a de commun entre Bergson et Tarde. Mais beaucoup d'entre eux s'en tiennent à suggérer une ressemblance et des deux penseurs. Et il reste à préciser plus clairement leur divergence et convergence à travers la lecture plus approfondie de la sociologie tardienne et des deux sources et de la morale et de la religion de Bergson. Pour aborder cette tâche, nous nous focalisons sur leur conception de la production de nouveau dans la société.
c'est-à-dire la notion de création chez Bergson et celle d'invention chez Tarde. Ce point de vue nous sert de fil de conducteur et nous permet de mettre en lumière leur convergence ainsi que leur divergence. 2. La rénovation de la société par la création et l'invention. Nous mettons en cause tout d'abord une convergence entre Bergson et Tarde du point de vue de la production et du nouveau. Chez l'un comme chez l'autre, il s'agit de la rénovation sociale et par l'acte de création ou d'invention. Nous essayons de préciser ce point à travers une comparaison de la création bergsonienne et de l'invention tardienne. Quant à la notion bergsonienne de création, nous nous focalisons sur son rapport à la société ouverte, qui le confronte à la société close dans les deux sens. C'est la création faite par la personnalité privilégiée appelée mystique qui ouvre la société close. Il anime et renouvelle la société stable et conservatrice en créant la morale ouverte et la religion dynamique. Cette sorte de la morale et la religion lance l'appel à la transformation radicale de l'humanité, de la bien le progrès de la société humaine. C'est-à-dire, la création du mystique fait progresser l'histoire humaine dans la mesure où elle invite à la rénovation radicale de la société qui restait close. Nous soulignons que cette réformation de la société par la création s'appuie au sens double sur la puissance de l'émotion créatrice. D'une part, c'est celle-ci qui conduit à la création du mystique. Cette émotion appelée également exigence de l'émotion pour bien de l'élan vital. Et à ce titre, guide la démarche de l'auteur pendant son acte créateur. D'autre part, le pouvoir rénovateur de la création morale et religieuse tient essentiellement à l'émotion créatrice. La morale ouverte et la religion dynamique se regardent comme des expressions de l'émotion créatrice par le mystique. Celui-ci diffuse son émotion autour de lui sous forme de la morale ouverte et de la religion dynamique comme telle. Le progrès historique causé par la création du mystique est par conséquent dû à la puissance de l'émotion. La diffusion de l'émotion créatrice répandue largement a pour effet de soulever l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme d'une marche en avant qui pousse l'humanité à progresser. C'est ainsi que la création faite par le mystique cause la rénovation et le progrès de la société humaine. En y répandant l'émotion créatrice qui la crée. Passons à l'invention tardienne. Comme la création chez Bergson, l'acte d'invention chez Tarde ne se définit pas comme acte purement individuel. Par contre, c'est elle qui sert de source de la rénovation sociale. Pour cerner cette dimension de l'invention, nous commençons par la croyance et le désir, deux éléments essentiels pour la sociologie tardienne. La croyance et le désir, ce sont deux éléments irréductibles qui constituent nos états psychologiques. Ce qui ne signifie cependant pas qu'ils sont exclusivement d'ordre individuel. Ils se transmettent d'un esprit à un autre par effet de limitation, c'est-à-dire action fondamentale pour la pensée tardienne. Le flux imitatif de la croyance et du désir, appelé deux forces de l'âme. En général, l'assimilation des personnes et par là conditionne toute la vie sociale. C'est ainsi que l'imitation de la croyance et du désir établit des liens sociaux entre des individus. Il y a bien une conséquence. La rénovation sociale résulte essentiellement du renouvellement de la croyance et du désir. En tant que ces deux éléments fondamentaux définissent notre vie sociale. Ce qui engendre une croyance et une croyance et un désir nouveau d'après Tarde, c'est un acte d'invention. Pas celui-ci se produit une idée ou un vouloir, un jugement ou un dessein, exprimant une croyance ou un désir nouveau.
D'ailleurs, l'invention ne peut pas être un acte simplement individuel, en tant qu'il s'agira de la production de la croyance et du désir. Ces deux éléments, ainsi inventés, se propagent à leur retour par l'imitation. Comment se produit une nouvelle invention de la croyance et du désir? Tardo définit l'acte d'invention ainsi. Une invention n'est après tout que l'effet de rencontre singulière d'imitation hétérogène dans un cerveau. Bref, elle consiste fondamentalement en une combinaison d'imitations différentes de la croyance et du désir. Nous signalons aussi que pour l'invention, il s'agit d'un cerveau de l'individu. Pour reprendre l'expression très claire de Bruno Calsanti, un individu sert de lien où se rencontrent et se noue une multiplicité de flux imitatifs. C'est l'acte inventif ainsi défini qui apporte la nouveauté dans la société et qui permet le développement historique. Résumons notre réflexion sur la convergence de la création bergsonienne et de l'invention tardienne. Pour Bergson, comme pour Tarado, l'acte productif du nouveau n'est pas simplement individuel. Il est vrai qu'il s'agit toujours de l'auteur de la nouveauté, soit la personnalité pour Bergson, soit l'individu plus tard. Mais leurs actes, créateurs ou inventeurs, suscitent la rénovation sociale et le progrès, en exerçant une influence considérable sur la société, ce qui permet la réformation sociale par la création ou invention. C'est la diffusion de la force sociale, à savoir l'émotion créatrice chez Bergson et la croyance et le désir chez Tardo. Qu'il s'agisse de la création bergsonienne et de l'invention tardienne, il s'accompagne toujours de la propagation de la force rénovatrice, la rénovation de la société par la communication de la force rénovatrice. C'est une conséquence partagée par la création bergsonienne et l'invention tardienne. 3. L'invention et l'imagination chez Tardo. Tandis que, comme on a vu jusqu'ici, la création bergsonienne et l'invention du Tardo ont un point commun, il y a pas moins une divergence considérable entre ces deux notions. Pour montrer ce point divergent, commençons à voir de plus près la notion tardienne d'invention, notamment en nous demandant quelle sorte de nouveauté est apportée par l'acte d'invention. Comme on l'a dit, l'invention se définit comme une combinaison d'imitations différentes, mais signalons-nous, il y a une rencontre des flux imitatifs qui ne produit aucune invention. Comme on l'a dit, l'invention se définit comme une combinaison d'imitations différentes, mais signalons-nous, il y a une rencontre des flux imitatifs qui ne produit aucune invention. Nous traitons de cette sorte de combinaison appelée stérile pour cerner plus précisément ce qui se passe dans l'invention, ce qui est combinaison féconde. Mais pour gagner du temps, je passe les stations dans mon intervention. Donc, je m'excuse. Alors que, suivant cette station, des flux imitatifs se rencontrent et se croisent stérilement dans une société ambiante. Le accord logique forme une union féconde aux d'un inventeur. Voici une condition essentielle pour l'invention, c'est-à-dire un individu inventif. Il est vrai que sans intervention d'un individu, un flux imitatif se combine avec un autre et que leur combinaison a pour effet de renforcer chacun d'eux. Mais dans ce cas-là, il ne se produit aucune invention pour autant. Ainsi, une rencontre des imitations ne produit une invention que si elle s'accouple aux sein d'un individu. Allons plus loin. Que se passe-t-il alors dans l'esprit d'un individu? C'est du travail de l'imagination qu'il s'agit dans le processus d'invention. Et je voudrais passer quelques lignes, y compris les stations du Tardo, et donc pour gagner du temps. C'est l'imagination définie ainsi comme milieu de toutes les combinaisons logiques possibles.
qui joue un rôle fondamental dans l'esprit inventif. C'est parce que le processus d'invention s'opère de la manière suivante. Je passe la citation. Ce qui présente un grand nombre d'hypothèses ou de plans dont on choisit certains pour produire une nouvelle invention. C'est l'imagination. On n'inventerait rien de nouveau sans imaginer une infinité de possibilités à partir desquelles se produit une nouvelle combinaison comme une invention. Revenons maintenant sur une rencontre des imitations que nous avons vue au début de cette section. Cette sorte de rencontre ne suffit pas à expliquer comment se produit une nouvelle invention. Il faut que cette idée de la rencontre se complète du point de vue de l'imagination. Mais pour cela, il reste quelques ambiguïtés à clarifier. La rencontre des flux imitatifs se réduit à celle des croyances et des désirs imités. Quelle est la relation entre la croyance et le désir et la possibilité fournie par l'imagination? Et si l'invention vient d'une rencontre des imitations reçues de la société ambiante, comme on l'a vu, cela revient à dire que l'imagination qui fournit une infinité de possibilités n'est pas toutefois sans condition. Donc, elle dépend nécessairement de l'imitation qui était déjà là. S'il en est ainsi, comment l'imagination, bien conditionnée par l'imitation, présenter des possibilités à l'inventeur? Je passe la citation. Mais je vais développer ce que veulent dire ces phrases citées. L'esprit inventif cherche normalement la combinaison des croyances et des désirs différents, tout en évitant leur discordance. Mais voyons de plus près les croyances et les désirs en question. Avant qu'un individu cherche à les combiner pour créer une nouvelle invention, les croyances et les désirs contenus dans une ancienne invention et communiqués par l'imitation peuvent être laissés à l'état plus ou moins discordant. Tantôt ces croyances et ces désirs se relient réciproquement malgré leur discordance cachée. Tantôt chacun d'eux restait à part, quoiqu'ils pouvaient s'harmoniser ensemble. On ignorait jusqu'ici ce défaut de la combinaison qui existe secrètement dans l'ancienne imitation déjà donnée. Surgit alors un esprit inventif. Pardon. C'est lui, c'est l'esprit inventif qui décompose à sa manière une ancienne combinaison moins harmonieuse des croyances et des désirs pour découvrir une nouvelle combinaison qui engendre une invention. Cette remise en cause des combinaisons déjà données est le fruit de l'imagination. C'est cette imagination qui fournit de nouvelles possibilités à combiner par la décomposition des flux imitatifs. Ainsi se précise le rôle essentiel de l'imagination pour l'invention en tant qu'une combinaison de croyances et de désirs imités. Les possibilités fournies par l'imagination ne sont pas autre chose que les croyances et les désirs obtenus par la décomposition de l'imitation déjà donnée. Ce sont ces croyances et les désirs latents que l'imagination découvre en tant que possibilité à combiner. C'est ainsi que l'imagination, quoique conditionnée par l'imitation déjà donnée, n'en produit pas moins une nouvelle invention. Notre réflexion ci-dessus sur l'imagination nous permet de voir quelle est une distinction entre les deux sortes de combinaisons inventives ou non inventives. La rencontre des imitations reste stérile quand on se borne à combiner des imitations données en ignorant la possibilité de combiner autrement. Par contre, la rencontre des imitations devient inventive quand l'individu inventif trouve une combinaison autre que l'ancienne imitation à l'aide de l'imagination. C'est en ce sens que le jeu d'imagination constitue l'essentiel de l'acte inventif. Nous faisons remarquer que cette dimension décisive de l'imagination nous permet de voir précisément en quoi consiste la nouveauté de l'invention tardienne. L'acte d'invention apporte la nouveauté en ce qu'il combine autrement qu'une autre imitation. En amont, la nouveauté de l'invention tardienne consiste essentiellement dans sa nouvelle manière de combinaison des croyances et des désirs. Il nous semble que c'est cet aspect de l'invention tardienne qui sépare celle-ci de la création bergsonienne. Pour voir de près, passons au texte de Bergson.
4. La nouveauté radicale de la création bergsonienne. Bergson adresserait la critique à la notion traditionnelle d'invention qui prétend apporter la nouveauté parce que, selon Bergson, il ne se trouve aucune dans le simple réarrangement des éléments déjà donnés. Cette sorte de réarrangement d'après Bergson n'est que l'opération intellectuelle qui ne crée rien. Il faut que l'émotion correctrice vienne guider cette réorganisation des éléments déjà là pour produire ce qui est proprement nouveau. Précisons comment l'émotion de génie conduit la démarche de la création en citant la page suivante sur l'œuvre de Beethoven. Et je passe la citation aussi. Cette citation des deux sources explique comment se produit l'œuvre géniale. Sans doute, nous voyons là le travail de combinaison fait par l'intelligence. Mais l'important est qu'il faut tout d'abord remonter vers un point hors de plan, qui est l'émotion créatrice. On se détache momentanément du plan intellectuel. L'écrivain se transporte à cette émotion pour avoir de nouvelles idées et de plus en plus tirer d'elles. Et ensuite, pour matérialiser ces idées en mots, il se portera avec elle à la rencontre des idées déjà faites, des mots déjà existants, enfin des coupures sociales du rêve. L'intelligence choisit et coordonne les éléments comme il se doit, et tout le long de ces travaux, l'émotion ne cesse de guider au titre du point de référence la démarche de l'intelligence. Celle-ci est l'intelligence, d'après l'expression de Bergson, que consomme de son flux l'émotion originale et unique. Seulement faut-il insister sur le fait que l'émotion créatrice ne se réduit pas toutefois à l'opération intellectuelle qui réarrange les éléments déjà existants. Celle-là excède toujours celle-ci. La démarche intellectuelle de la réorganisation ne peut pas jamais épuiser définitivement sa source créatrice de l'émotion. Le mystique parle par conséquent de son émotion infiniment. Sa description est, disent les deux sources, interminable parce que la chose à découvrir est inexprimable. Nous faisons remarquer aussi que l'émotion créatrice, d'après Bergson, a voulu s'exprimer alors qu'elle se manifeste inexprimable. Ce caractère de l'émotion créatrice s'explique par notre point de vue. L'émotion créatrice engage le génie artistique ou mystique à exprimer cette émotion elle-même. Et il se consacre à ce travail par toute sa puissance intellectuelle. Mais il ne peut pas terminer définitivement cette tâche car la nouveauté de l'émotion créatrice dépasse infiniment son opération intellectuelle de réarrangement. Il est évident que cette idée bergsonienne sur l'acte créateur n'admet aucune nouveauté pour l'invention tardienne. Comme on l'a vu, d'après Tarde, la nouveauté de l'acte inventif consiste à combiner des éléments déjà donnés existants d'une manière nouvelle. Mais cette sorte de travail pour Bergson ne produit rien de nouveau, en tant qu'il n'est qu'une opération intellectuelle. En ce sens, la nouveauté de création bergsonienne est plus radicale que celle de l'invention tardienne, dans la mesure où la nouveauté de celle-là ne se délie absolument pas à la combinaison des éléments donnés. Cette nouveauté radicale n'est pas reconstituée par des anciens éléments, quoique quelque inédite que ce soit de combinaison. En ce qui concerne cette conception de la nouveauté, Bergson va ainsi plus loin que Tarde. Cela ne signifie pas cependant à nos yeux que celui-là l'emporte totalement sur celui-ci. Passons à une section suivante pour aller plus loin. 5. La diversité réalisée par l'invasion tardienne. Sans doute la nouveauté... Je vous interromps juste, il vous reste à peu près 100 minutes. Ah, d'accord, ok. Désolée, reprenez.
c'est pas grave. La diversité réalisée par l'ambition Takaden. Sans doute, la nouveauté apportée par l'acte inventif chez Takato n'est pas aussi radicale que l'acte créateur chez Bergson. Mais l'ambition Takaden nous semble présenter une autre portée considérable. C'est elle qui réalise la diversité dans le monde. C'est dans cette... Pardon. Réalisé dans le monde. C'est dans cette dimension moins approfondie par Bergson, à mon avis, que consiste l'originalité de la notion traditionnelle d'invention. Revenons sur notre réflexion de la section 4. L'esprit inventif combine les croyances et les désirs possibles fournis par l'imagination. Pour produire une nouvelle invention, ce qui est essentiel pour cette invention, c'est de combiner les croyances et les désirs autrement que d'autres imitations qui étaient déjà données. En amont, il s'agira de la diversité de la combinaison caractérisée par des mots autrement que d'autres. De cette dimension essentielle de l'invention tardienne vient la perspective suivante. Il se trouvera dans le monde, par exemple, d'esprits inventifs qui produisent une nouvelle combinaison autrement que d'autres. Ce n'est rien d'autre que la vision présentée par la philosophie tardienne de la différence. Selon une perspective fondamentale pour la pensée tardienne, différence va différente. Le monde passe d'une ère de différence curieuse et discutable à une ère de différence harmonieusement nuancée. Cette différenciation des différences se réalise par une infinité d'actes inventifs. On vivait autrefois à l'ère où il y avait très peu d'inventions qui exerçaient une influence sur beaucoup d'entre nous par leur rôle imitatif. À cette époque-là, la société humaine reste moins différenciée dans la mesure où la plupart d'entre nous s'assimilent à un petit nombre d'imitations. Mais l'acte inventif a pour effet de multiplier davantage les flux imitatifs, puisque, comme on a vu, l'invention consiste à décomposer ces imitations et à réorganiser des croyances et des désirs qui étaient là autrement qu'avant. Ainsi, la différence plus grossière à l'époque reculée devient d'autant plus différenciée qu'il surgit de plus en plus d'inventions dans la société plus avancée. C'est ainsi que le monde se diversifie et se différencie par de plus en plus d'actes d'invention qui réorganisent les croyances et les désirs autrement que d'autres imitations déjà existantes. Or, cette dimension concernant la diversité nous semble être moins approfondie par Bergson. Dans les deux sources, l'auteur ne parle que de personnalité privilégiée, comme être unique et créateur. Il s'en tient à nommer les grandes personnes, telles que le Christ, Socrate et quelques mystiques chrétiens. Sauf un petit nombre de personnalités créatrices, la plupart d'entre nous ne peuvent pas retourner tout de suite à la force créatrice, même si le mystique nous lance un appel à l'acte créateur. Ce qui empêche la communication universelle de l'émotion créatrice, c'est la condition matérielle de notre planète réflecteur. Par la crainte de ne pas manger à sa faim, on s'absorbe dans la conservation de son existence. On laisse en côté l'appel du mystique. Au-delà de cette situation actuelle de l'humanité, Bergson ne donne pas de vision claire sur la réalisation des personnalités diverses dans le futur. Par contre, plus tard, des actes inventifs sont produits par une infinité de personnes, y compris un être anonyme. Je passe la citation. Donc, le suivant de la révolution historique est due à ces minuscules créations créées par des personnes innombrables qui n'ont pas forcément laissé leur nom dans l'histoire. Une infinité d'inventions et une infinité de leurs auteurs constituent la diversité du monde. C'est une vision future de l'humanité résultée nécessairement de la théorie tardienne d'invention. Et donc, il reste la conclusion, mais peut-être ça c'est déjà fini de mon durée du temps. Donc, j'ai fini mon intervention. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jo. Merci beaucoup aussi d'avoir respecté le temps. Je sais que c'est un peu frustrant, mais il y a pas mal d'intervenants et les journées
sont chargés et voilà. J'ouvre la parole à ceux qui ont des questions. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Moi, j'ai une question. Bruno? Merci, Jo, pour les présentations. C'était très riche. J'ai une question parce que tu as dit dans la fin de ton exposé que l'évolution historique chez Bergson est plutôt les moteurs de l'évolution historique chez Bergson est plutôt dirigé, pour ainsi dire, pour la figure du mystique. Donc, ça, c'est vrai. Cependant, dans le 4e chapitre des deux sources, il y a aussi la loi de double frénésie qui pose des problèmes supplémentaires parce que l'évolution historique, si on pourrait dire comme ça, les moteurs sont deux moteurs. C'est les frénésies, disons, qui poussent vers les matériels et les frénésies qui poussent vers les spirituels. Donc, comment peux-tu répondre à cette objection? C'est ça, merci. Ah, merci pour votre question. Donc, oui, comme moteur historique de l'humanitaire, Bergson dit dans son de sources parle de la double frénésie, les lois de double frénésie. C'est ce que je ne peux pas développer suffisamment dans mon intervention, mais j'ai écrit un peu, j'ai encore une fois partagé à mon écran. Donc, j'ai écrit sur ce point à note mon intervention. Donc, je vais lire ce passage. C'est la dernière note, mais sans doute, Bergson suggère une possibilité de la diffusion universelle de l'émotion créatrice, mais seulement supposition, par la formation de la loi de double frénésie. Et donc, il est vrai que, comme tu as dit, deux moteurs, c'est-à-dire d'une part, côté spirituel, d'autre part, côté matériel. Donc, au moyen de développement au niveau matériel, Bergson suggère la possibilité de la diffusion de l'émotion créatrice à l'échelle universelle. Donc, il est vrai que Bergson présente la perspective de diffusion universelle de la création émotion créatrice. Donc, Bergson lui aussi suggère comment dire, la possibilité de tout le monde d'avoir quelque chose de mystique, quelque chose de créatrice. C'est pour ça que Bergson appelle Bergson appelle la morale ouverte. Ouverte, ça veut dire pour tout le monde, pour toute l'humanité. Donc, il y a une possibilité pour tout le monde d'être unique, comme dit Tardo. Tardo dit plus clairement la vision future d'être chacun de nous, d'être
inventeur, y compris invention très, très minimale, très minuscule. Donc, mais il s'agit une sorte de relativité. Bergson est moins clair sur le point de vue de la université de diffusion universelle et diversité, mais d'autre part, Tardo plus approfondit son point de vue de la diversité, mais Bergson, il ne manque pas forcément le point de vue de diversité aussi pour Bergson. C'est mon réponse pour toi. C'est bon? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour vous? Katerina, je te vois lever la main. Oui, j'ai levé ma main physique cette fois, et non pas l'émoticône, mais merci beaucoup Mathilde, donc, et merci à Bruno qui a déjà posé une question que j'avais aussi, en effet, avec cette tension que vous avez bien mise en lumière, à mon avis, entre combinaison entre individus et innovation, invention individuelle, donc entre voilà, une invention qui viendrait du sujet, une invention qui viendrait plutôt de force non subjective en tout cas. Donc voilà, c'était très intéressant d'écouter votre première discussion. Et je me demandais, en effet, si chez Bergson, justement, ce basculement vers une invention qui serait aussi due à des inventions techniques ou des lois historiques qui transcendent l'individu, ainsi que des éléments comme sa description de l'aspiration, ce désir de ressembler au mystique, n'ont pas une ascendance tardienne. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi dans vos recherches sur Tarde. Je me souviens très bien votre thèse et toutes ces réflexions autour de la monadologie tardienne, la différence entre les individus qui soutiennent plutôt l'invention chez Tarde, et donc déjà des différences avec Bergson. Mais est-ce qu'à votre avis, au-delà de toutes ces divergences, il n'y aurait pas, c'est vraiment juste une association d'idées qui me suggère cela, et je me demande si vous avez trouvé des traces d'une influence, pour ainsi dire, de l'imitation et de cette vision plus combinatoire et donc moins subjective de l'innovation et de la création sociale chez Bergson. Pardon, ta question est... Si vous voyez aussi une proximité entre ces deux éléments de la philosophie des deux sources de la morale et de la religion, qui me rappelle la philosophie tardienne, et qui serait donc une création sociale qui ne passe pas que par l'individu, mais aussi par des lois historiques, par des mouvements impersonnels, en tout cas, ou des éléments qui produisent une innovation historique comme les inventions techniques. C'est un peu ce que Bruno Hattes venait de vous demander aussi. Et aussi l'imitation, ce désir de ressembler. C'est les mots par lesquels Bergson décrit l'aspiration et la volonté de ressembler au mystique. Ok. Il est vrai que, comme tu as dit, Bergson parle d'une sorte de... non, une sorte
direct, imitation, imiter. On aspire à être, on aspire, s'assimile à la personnalité créatrice, mais il y a la distinction fondamentale entre la imitation bergsonienne et imitation tardienne. Parce que imitation bergsonienne produit la, la différence entre des personnes, pour ainsi dire, la imitation bergsonienne rend chacun de nous être unique. Donc, c'est un peu imitation un peu singulier parce que normalement, imitation, c'est comme cet art, produit l'assimilation, ressemblance entre des personnes. Mais au sens l'imitation au sens bergsonien produit la différence entre des personnalités uniques, personnalités créatrices. Et donc, chaque personnalité est inéluctible à d'autres par l'imitation. Donc, par contre, comme je viens de relire, l'imitation tardienne engendre les ressemblances entre les personnes. Donc, il reste à approfondir cette réception bergsonienne de Tardo et approfondir davantage sur ce point. Mais Bergson, en un sens, Bergson renverse le sens de l'imitation à sa manière de celle de l'imitation tardienne. Voilà, donc c'est ma réponse pour toi. Merci beaucoup. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va... Non, pardon. Adriana, écoute, je ne vous avais pas vu. On n'a pas beaucoup de temps, si on peut garder la question courte et la réponse courte, ça serait parfait. Ok. C'est une observation seulement à propos de cette transformation individuelle ou générale en Bergson, de la société en Bergson. Je me souviens de l'exemple que Bergson utilise de l'esthétique et de l'artiste, qui dit que l'artiste commence pour créer une nouvelle, quand il crée une œuvre, il crée une nouvelle sens esthétique qui, au début, est imitée par les individus, mais qui change les sens esthétiques des individus. Il utilise cet exemple pour la morale. Il dit, bon, il y a une création d'une valeur par une personne, mais après, si cette valeur a des réalités, les gens commencent pour l'imiter et passent à être effectivement affectés par ces nouvelles valeurs et les sens moraux est changé. Donc, il y a un changement collectif en termes des sens moraux. Donc, je pense que aussi dans la morale bergsonienne, il y a cette collectivité, cette généralité, parce que c'est les sens moraux qui changent, et non seulement les individus, tout seuls, séparés, etc. C'est une observation. Merci. Donc, comme vous avez dit, comme tu as dit, il y a aussi changement collectif dans les deux sources. C'est la diffusion de l'émotion créatrice. Mais c'est un peu
en un sens bizarre, parce que c'est création, créer, l'acte créateur, créer et être unique d'une part. Et d'autre part, ça c'est diffusion. Donc c'est au niveau collectif. Donc, création d'être unique d'une part et la diffusion de cette puissance à la fois. C'est un peu aspect singulier, mais c'est la portée singulière de la religion dynamique et morale ouverte chez Bergson. Voilà. D'accord. Merci Jo Kazaki pour ces belles réponses. On va donc passer à